Hello la team et très bonne année 2025, j'espère que tous vos projets se réaliseront. De mon côté, je rentre juste de Los Angeles, c'était trop bien et j'espère que tout plein d'autres voyages comme celui-là m'attendront pour le futur. Mais bon, si vous êtes ici, c'est plutôt pour entendre parler de ma vidéo, ou plutôt de celle que vous avez choisie. En effet, parmi les sujets que je vous ai proposés sur le canal Instagram dimanche, c'est celui qui concernait Wemby et les Spurs que vous avez plébiscité, avec pas mal d'avance en plus de ça. Alors je vous écoute, c'est là-dessus qu'on va partir. Si la prochaine fois vous voulez avoir votre mot à dire d'ailleurs sur le choix du sujet, vous savez quoi faire, rejoignez-moi sur le canal Instagram, tout se passe là-bas. Mais bref, pour revenir aux Spurs, leur situation est un petit peu compliquée en ce moment. Alors qu'a priori, le projet de construction devait se poursuivre encore cette saison, l'équipe finalement se montre plus compétitive que prévu. Wemby peut-il vraiment porter les Spurs jusqu'en playoff pour y faire quelque chose, ou alors faut-il poursuivre une autre voie? Eh bien ne bougez pas, c'est exactement de tout ça que nous allons parler dans cette vidéo. Pour commencer, pas le choix, le plus cohérent est de parler de Victor Wembanyama. Bien plus qu'un simple joueur, pour les Spurs, il est la pierre angulaire, pour leur présent mais aussi pour leur futur. Ouais, dès sa première saison, Wemby a redéfini les attentes pour un rookie. En moyenne, il tournait à plus de 21 points, 10 rebonds, 3 passes et 3 comptes par match. Des chiffres exceptionnels pour un rookie dans l'histoire dans la NBA. Et le truc, c'est que cette année, toutes ses stats ou presque ont augmenté. Lui, qui vient de finir un mois de décembre, a plus de 28 points, 10 rebonds et 4 contres par rencontre. Ajoutons à ça que son adresse aussi bien à 2 qu'à 3 points est très propre, et ça en fait des stats qui prouvent à quel point il est bon et efficace. Et ça c'est encore plus flagrant de l'autre côté du terrain, tant défensivement, Wembanyama est déjà l'un des tout meilleurs joueurs de la ligue. Avec des performances historiques comme ses 30 points et 10 contre Portland, il nous rappelle au bon souvenir de l'époque des big men dans les années 90, et ce avec une touche ultra moderne en prime. Il est actuellement le grand favori pour le trophée de défenseur de l'année, et à mes yeux ce n'est absolument pas volé. Et si je parle de modernité le concernant, c'est parce que défensivement il est très mobile, mais qu'offensivement aussi, sa panoplie est très variée. Il n'a eu besoin que de 94 matchs pour passer la barre des 203 points inscrits dans la ligue, ce qui le met en avance par rapport aux meilleurs spécialistes all-time, comme Stephen Curry ou Ray Allen, qui n'en avaient pas rentré autant à ce stade-là de leur carrière. Sa capacité à créer pour lui-même, à jouer au poste ou encore à attaquer en transition fait de lui une arme offensive complètement unique. Sur le terrain, vous l'avez compris, Victor est un monstre, un alien qui au niveau des qualités et du physique est complètement au-dessus du lot. Mais ce qui me plaît encore plus chez lui, c'est de voir à quel point, à 21 ans, il est déjà un leader charismatique à San Antonio. En effet, Wemby ne se contente pas d'éblouir sur le terrain, il a aussi un lien particulier avec les journalistes et avec les fans. Le moment où il est allé les rencontrer pour jouer aux échecs contre eux à Washington Square Park est là pour en témoigner. Ce genre de moment contribue à faire en sorte qu'il soit perçu comme un homme du peuple, une qualité rare parmi les superstars de la NBA. Et puis sans parler du fait qu'il suivait les Spurs depuis qu'il était tout petit, force est de constater qu'il incarne parfaitement les valeurs de la franchise. Humilité, discipline et excellente, c'est ça qui a poussé les Texans à tant de succès dans les années 2000. En suivant les traces de ses aînés Robinson et Duncan, Victor est déjà en train de s'inscrire dans la légende des Spurs, tout en assumant le rôle d'ambassadeur mondial pour la ville et pour l'équipe. Du coup, avec une icône comme Wemby en point central, les Spurs maintenant doivent faire quelque chose, ils doivent gagner pour le présent et pour le futur, et pour ça il faut définir une stratégie claire. Premièrement, il est crucial de maximiser son talent dès maintenant, cela passe par le développement de l'alchimie avec ses coéquipiers, notamment Devin Vassell qui a montré une belle progression. L'équipe doit aussi entourer Wembanyama de joueurs capables d'étirer le jeu et de le soutenir en défense, tout en évitant de brûler les étapes. Et puis sur le long terme aussi, San Antonio devra faire des choix malins. Construire une équipe compétitive autour de Wemby signifie cibler des joueurs polyvalents et expérimentés tout en laissant la place à la croissance de ces jeunes talents. Le but est clair, redevenir un prétendant au titre tout en assurant à Wembanyama une équipe capable d'accompagner son potentiel historique. À ce jour-là, le français semble avoir tout ce qu'il faut pour à terme devenir le visage de la grande ligue. Si la NBA le place régulièrement au cœur de ses campagnes publicitaires, ce n'est pas du tout un hasard. Avec sa maturité, son talent générationnel et sa capacité à rassembler, il répond jusque-là largement aux attentes et même plus. Si les Spurs parviennent à exploiter pleinement le potentiel de son alien, le futur s'annonce radieux à San Antonio. Wembanyama ne se contente pas d'être une future superstar en puissance, il est déjà l'âme des Spurs, je n'ai absolument pas peur de le dire. Alors pour enchaîner, si on parlait un petit peu de son coach maintenant, Greg Popovich. Vous le savez, Pop, c'est bien plus qu'un simple entraîneur, c'est une institution à lui tout seul. Le souci, c'est que depuis quelques semaines, son absence pèse lourd sur les San Antonio Spurs. En effet, le 2 novembre dernier, le tacticien a subi un léger AVC, un coup dur aussi soudain qu'inattendu.
inattendu. Heureusement, grâce à l'intervention rapide des secours, il a pu être pris en charge immédiatement. Depuis, Pop suit un programme de réhabilitation, et les nouvelles sont rassurantes, il devrait s'en remettre complètement. Ouf. Mais voilà, à 75 ans, il est le coach le plus âgé de la NBA, et forcément rien n'est simple dans cette situation. Alors qu'il récupère loin des parquets, les Spurs, de leur côté, ont dû s'adapter. C'est donc Mitch Johnson, un nom plutôt inconnu du grand public, qui a pris la relève en tant que coach intérimaire. Alors ce Mitch Johnson, qui est-il? À seulement 37 ans, il a déjà 9 ans d'expérience dans la grande ligue, dont 5 comme assistant sur le banc des Spurs. Il a fait ses classes avec l'équipe affiliée en G-League, les Austin Spurs, et a même dirigé l'équipe en Summer League récemment. Son expérience, bien que limitée à ce niveau, est précieuse, mais vous l'imaginez bien, remplacer Greg Popovich, ce n'est pas de la tarte. Et pourtant, depuis qu'il est là, je trouve que Johnson ne se débrouille pas si mal. Par exemple, il a réussi à maintenir une certaine stabilité pour les Spurs dans une situation pas du tout évidente. Et puis ces hommes, bien qu'encore jeunes et irréguliers, montrent en ce moment de vrais signes de progrès en plus de ça. Bien sûr, l'équipe fait encore pas mal d'erreurs, inévitables pour un roster si jeune, mais à côté de ça, elle peut aussi effectuer et produire des performances très encourageantes, et se situe autour des 50% de victoires. Mitch Johnson a beaucoup de crédit à recevoir pour ça. Maintenant, ce qui frappe surtout, c'est l'impact collectif de l'absence de Greg Popovich. Comme l'a souligné le GM Brian Wright, ce n'est pas seulement un homme qu'il faut remplacer, mais un système entier. Pop, c'est plus qu'un coach, c'est un mentor, un guide, et son absence oblige tout le monde à monter son niveau et sa maturité d'un cran, aussi bien les joueurs sur le terrain que le staff sur le banc. Ceci dit, et c'est positif, on sent que Pop garde un œil attentif sur son équipe depuis son domicile. Avec son humour bien à lui, il a récemment déclaré que les professionnels en charge de sa réhabilitation sont probablement encore plus impatients que lui qu'il revienne sur le banc, vu comment, selon ses mots, en tant que patient, il est aussi très difficile à coacher. Mais ce qui est intéressant, c'est que si pendant cette absence, Mitch Johnson a pu assurer, un autre joueur encore a su prendre un vrai rôle, Chris Paul. À 39 ans, il n'est plus le scoreur dominant qu'il a été, c'est certain, mais son impact dépasse largement les statistiques individuelles. Depuis son arrivée à San Antonio, il joue un rôle clé dans l'équipe, à la fois sur le terrain et hors du terrain. Et honnêtement, je suis en train de me dire que sans lui, dans le vestiaire, les Spurs en ce moment seraient probablement dans une situation très délicate. Ouais, quand Chris Paul a signé cet été, tout le monde savait que son expérience allait être précieuse, mais avec l'absence prolongée de Greg Popovich, son rôle a pris une ampleur inattendue. Sur le terrain, le meneur agit presque comme un assistant coach, s'imposant littéralement comme le bras droit de Mitch Johnson. Mais attention non plus à ne pas l'oublier totalement en tant que joueur, sa vision de jeu reste exceptionnelle. Avec ses 8 passes décisives de moyenne par match, il orchestre l'attaque des Spurs comme peu de meneurs sont capables de le faire. Victor Wembanyama en particulier profite de sa précision chirurgicale. Chaque passe de Paul semble pouvoir mettre ses jeunes coéquipiers dans les meilleures dispositions possibles. Maintenant oui, ses pourcentages au tir déclinent et son scoring n'est pas toujours au rendez-vous. Mais réduire Chris Paul à ses points marqués, c'est passer à côté de ce qu'il apporte vraiment. Lors de la victoire contre Utah par exemple, c'est lui qui a pris les choses en main dans les moments décisifs, prouvant qu'il a encore cette capacité à contrôler un match quand ça compte. Avec l'absence de Pop et le défi colossal qu'avait à relever Mitch Johnson, Chris Paul a joué le rôle de stabilisateur dans la tempête. Il donne du poids et de la confiance à un jeune vestiaire qui pourrait pourtant facilement vaciller sous la pression. Alors que la saison des Spurs oscille entre une volonté de construction et des ambitions de play-in, la présence de Paul, elle, assure une espèce de constante qui est rassurante, je trouve. À 39 ans, il n'est peut-être plus le point god, mais son apport dans le vestiaire des Spurs, à mon sens, est inestimable. Parce que ouais, on parle souvent de Victor, mais il est loin d'être la seule jeune pépite à développer dans cet effectif. Stephen Castle, par exemple, choisi en 4ème position de la dernière draft, était attendu comme un joueur capable d'impacter rapidement des deux côtés du terrain, et après 24 matchs, son début de saison a laissé entrevoir un potentiel intéressant. Près de 11 points et 4 passes de moyenne avec une présence impactante dans la défense au périmètre, c'est très prometteur. Castle a notamment contribué au bilan positif des Spurs lorsqu'il était titulaire. Par contre, là en ce moment, je me demande si le jeune rookie de 20 ans n'est pas en train de se confronter pleinement au rookie wall. En grande difficulté avec son tir sur le mois de décembre, il a été relégué sur le banc et son temps de jeu a largement baissé. Si en début de saison j'avais complètement envie de m'enflammer, le concernant, force est de constater qu'il a encore du taf à effectuer et de la maturité à prendre. Pour autant, ne soyons pas trop durs, Castle vient tout juste de débuter sa carrière professionnelle et ses erreurs sont corrigibles. S'il progresse en tant que shooter par exemple, la principale chose qu'on lui demande actuellement, il deviendra un vrai complément pour Victor Wembanyama. Le potentiel est là, il n'y a plus qu'à l'exploiter, et sa relation en pick and roll avec Wemby pourrait devenir une arme redoutable à terme. De son côté, Devin Vassell revient doucement, après un début de saison tronqué par une blessure. Utilisé majoritairement en sortie de banc, il a finalement accepté ce rôle, et globalement, en tournant à plus de 15 points par match en moins de 28 minutes, il assure dans ce nouveau costume. Propre et efficace, sa capacité à maintenir le niveau offensif quand Wembanyama est sur le banc est cruciale. Si bien sûr il semblerait complètement justifié d'offrir à Vassell une place de titulaire, le staff actuellement cherche à trouver un équilibre. D'ailleurs, depuis une petite dizaine de matchs, il est à nouveau starter, mais je dois être honnête, ce n'est pas l'option que je préfère. En le maintenant dans la seconde unit, les Spurs peuvent se donner l'occasion de maximiser son impact offensif face aux remplaçants adverses. Cette gestion pourrait rappeler celle d'un certain Manu Ginobili, qui quelques années plus tôt avait
un petit peu ce même rôle de 6e homme à San Antonio. Et puis ne nous méprenons pas, même s'il ne commence pas tous les matchs, Vassell finit souvent les rencontres avec les titulaires. Ce rôle hybride à la fois leader du banc et closer en fin de match semble être taillé sur mesure pour son profil. La clé sera sûrement de réussir à le garder en bonne santé, car sans lui, l'attaque des Spurs perd vraiment en consistance. Et si on peut enfin lui trouver un rôle stable, soit pleinement titulaire, soit pleinement remplaçant, ce ne sera pas du luxe non plus. Ensuite, nous avons Jeremy Sochan, qui a connu un début de saison très satisfaisant. Même si sa blessure au pouce l'a un peu freiné, l'ailier tourne à des stats de 14-8, tout en défendant sur les meilleurs joueurs adverses. Avec lui sur le terrain, les Spurs affichaient une défense élite, la 3e de la ligue, avec un rating supérieur à 107. Malheureusement, pendant son absence, ces chiffres ont complètement dégringolé. Mais ce qui est sûr, c'est que les chiffres ne suffisent absolument pas lorsque l'on veut parler du jeu de Jeremy Sochan. L'ailier est le genre de joueur qui fait tout ce que les box scores ne montrent pas, des déflexions, des prises à deux opportunes et une énergie contagieuse. C'est aussi un agitateur, comme l'a montré sa confrontation cette saison avec Jaden McDaniels. Il n'a peur de rien. Mais malgré ce côté provocateur, Sochan reste tout de même un vrai joueur de basket. Même s'il doit encore peaufiner son tir, notamment à 3 points, son impact est indéniable. Depuis son retour, il renforce une défense qui définitivement a cruellement besoin de lui. À côté de ça, faut qu'on parle d'Harrison Barnes aussi, qui depuis son arrivée apporte son expérience, son sérieux et sa polyvalence. Je serais également injuste de ne pas parler de Julian Champagny, spécialiste du catch and shoot, qui cette saison est complètement en train d'exploser aux yeux du grand public. Avec son adresse extérieure et son énergie, l'ailier est de plus en plus en train de s'imposer comme une option intéressante. On a aussi Keldon Johnson évidemment, même si son rôle est un petit peu moins prégnant cette saison. Capable de scorer à tous les niveaux malgré son irrégularité, il est un leader vocal naturel, très apprécié dans le vestiaire. Trey Jones de son côté continue de démontrer sa valeur en tant que gestionnaire de jeu fiable et défenseur tenace en sortie de banc. Bien qu'il ne soit pas le joueur le plus flashy du monde, sa capacité à organiser l'attaque et à limiter les pertes de balles est cruciale pour stabiliser cette jeune équipe. Du coup, ouais, les Spurs ne sont pas encore une équipe parfaite, loin de là, mais dans le roster, le talent est présent. Le groupe est solide et bien construit, et tous ces joueurs, bien que capables de briller individuellement, sont avant tout des joueurs d'équipe capables de parfaitement s'intégrer dans un collectif. La gestion des rotations est donc cruciale pour maximiser le talent de chacun et faire en sorte que tous les joueurs puissent se compléter. Et c'est bien là que Mitch Johnson a un rôle primordial en l'absence de Greg Popovich. Là, ce qu'on voit, c'est que le début de saison des Spurs, c'est un mélange assez intrigant de promesses mais aussi de frustration. Avec Victor Wembanyama en fer de lance, il y a des soirs où San Antonio ressemble à une équipe capable de rivaliser avec n'importe qui en NBA, mais d'autres soirs, et c'est plus malheureux, les limites de leur jeunesse et de leur cohésion sautent vraiment aux yeux. Déjà, quand on regarde ces Spurs sur le terrain, une chose est assez flagrante, le potentiel est vraiment au rendez-vous. Wemby est évidemment au centre de tout, et on ne peut pas passer à côté de ses performances historiques, comme ses 42 points, 18 rebonds et 4 contres face aux Knicks le jour de Noël. Capable de se montrer sur les plus grosses scènes et devant les projecteurs les plus lumineux, Victor est non seulement une usine à highlight des deux côtés du terrain, mais il est aussi l'âme de l'équipe. Autour de lui, Jeremy Sochan, David Vassell et même Julian Champagny ont tous montré des éclairs de ce qu'ils peuvent apporter. Par exemple, Champagny se classe parmi les 5 joueurs qui tentent le plus de tirs en catch and shoot cette saison, mais voilà le problème, il n'en met que 37%. C'est propre, hein, mais ce n'est pas suffisant pour être totalement élite. Harrison Barnes, lui, joue un rôle crucial en tant que vétéran. Comme on le disait, il apporte de l'efficacité en attaque et tente de stabiliser cette jeune équipe, mais il ne peut pas tout faire seul. Lors de leur récente défaite face aux Timberwolves, il a souligné un point clé, la gestion des fins de match. Perdre sur un tir manqué de Sochan, c'est une chose, mais Barnes l'a bien dit, ce sont toutes les petites erreurs accumulées avant le dernier quart-temps qui ont fait la différence. Heureusement, malgré ses manques dans la maturité et la discipline, il y a aussi des choses encourageantes. Défensivement, les Spurs ont montré qu'ils pouvaient former une véritable muraille sous le cercle. Avec presque 7 comptes par match, ils dominent la ligue dans cette catégorie, et Wemby, meilleur contreur en NBA, en est évidemment le premier responsable. Mais attention, il n'est pas le seul, Bassey, Sochan et même Champagny participent également activement à protéger cette raquette. En attaque aussi, le retour de Vassell a ajouté une dimension supplémentaire. Son scoring offre une alternative essentielle à Wemby, et en compagnie de Trey Jones, il peut stabiliser et dynamiser le banc, un des gros points faibles de ce début de saison. Mais encore une fois, malgré cet équilibre apparent, les Spurs restent une équipe très jeune, et ça se voit bien souvent. Trop de pertes de balles, une incapacité à clôturer les matchs serrés, et une dépendance excessive aux exploits individuels de Wemby, ça fait beaucoup. Chris Paul, qui joue le rôle de mentor, a été clair, la jeunesse ne doit plus être une excuse. Il a raison, ce groupe doit maintenant apprendre à jouer avec discipline et constance afin de regarder vers l'avant. C'est là que Popovich aurait pu faire du bien, et ce qui m'inquiète avec tout ça, c'est que le calendrier qui attend les Spurs au mois de janvier n'est pas forcément rassurant. Après avoir disputé 18 de leurs 31 premiers matchs à domicile, Wemby et ses potes s'apprêtent à enchaîner les déplacements. Ils ont déjà montré qu'ils peinent à performer loin de leur base, et janvier ne leur fera aucun cadeau avec une série de back-to-back contre des équipes comme les Nuggets ou les Lakers. Ce mois de janvier sera à coup sûr un véritable test pour l'équipe texane. Alors que peuvent concrètement espérer les Spurs avec un tel effectif dans la conférence Ouest? Si tout se met en place avec Vassell, Sochan et Jones enfin disponibles régulièrement et un Pop qui revient de convalescence, cette équipe pourrait surprendre. Mais pour ça, ce sera essentiel, il faudra absolument trouver
trouver des solutions pour mieux terminer les matchs. Voilà pourquoi, encore une fois, le mois de janvier sera révélateur, mais déterminant aussi. Si les Spurs tiennent bon face à ce calendrier infernal, on pourra reparler de play-in. Sinon, ils pourraient bien se retrouver encore une fois à disputer la loterie. Wembanyama est un talent générationnel, mais son développement passera par une franchise qui réussit à l'entourer efficacement. C'est là-dessus, de toute façon, que San Antonio doit encore progresser. Et en fait, ces incertitudes, je trouve, mettent la franchise de San Antonio dans une position un petit peu délicate. C'est ce fameux ventre mou, cet endroit inconfortable en NBA, où tu n'es ni assez mauvais pour pouvoir décrocher un top pick, ni assez bon pour pouvoir vraiment prétendre d'exister en playoff. Alors quel chemin emprunter pour les Spurs pour éviter justement de se retrouver dans cette situation? D'un côté, tu as la tentation de vouloir disputer les playoffs, et forcément c'est attirant. Avec un joueur générationnel comme Victor, on se dit que les Spurs pourraient tenter leur chance. Imaginez, la présence de Wemby, ne serait-ce que pour quelques matchs au premier tour, ça mettrait déjà un peu de lumière sur ce projet en reconstruction, c'est certain. Mais soyons réalistes, avec l'effectif actuel, les Spurs pourraient prendre extrêmement cher dans une série en 7 matchs. Qu'apprendraient-ils en se faisant botter les fesses hyper sèchement? Pas grand-chose. Et là on peut se demander, est-ce que ça vaut vraiment le coup de sacrifier un bon choix de draft contre une sortie prématurée en playoff? C'est toute la question. C'est ainsi qu'à l'inverse, du coup, il y a également l'option full développement. Continuer à bâtir, à progresser avec les jeunes talents comme Jeremy Sohan, Devin Vassell, et pourquoi pas en misant sur une nouvelle star à la prochaine draft. Ce serait une approche prudente, mais aussi ambitieuse sur le long terme. La dynastie des Spurs, celle qu'on connaît tous, ne s'est pas construite en une nuit, et avec Wembanyama comme pièce maîtresse, le projet a tout pour redevenir un modèle. Et puis, il y a une troisième option un petit peu entre les deux, rester comme on est et voir où ça nous mène. Mais franchement, à première vue, je n'aime pas trop. Le danger principal, c'est de perdre du temps. Victor n'a que 21 ans, ok, mais en NBA, on le sait, les choses peuvent aller très vite. Si tu ne poses pas les bonnes bases dès maintenant, tu risques de passer à côté de sa fenêtre de prime, et ce serait vraiment dommage. En clair, il faut un plan à San Antonio, qui permet soit d'aller vraiment vers l'avant maintenant, soit d'aller vraiment vers l'avant plus tard, et il faut s'y tenir. Le problème pour moi, c'est qu'actuellement, même avec Wemby dans l'équipe, le supporting cast ne me semble pas suffisant. Keldon Johnson, par exemple, même si je sais qu'il est très apprécié par la fanbase, n'a pas encore réussi à devenir le joueur stable et régulier que les Spurs espéraient. Ses performances en dents de scie font réfléchir, et peut-être qu'il est temps de tester le marché pour voir ce qu'il pourrait être possible d'obtenir en échange. Des joueurs comme Cam Johnson ou Bruce Brown pourraient être dispo, et à mon sens, dans un rôle de catch and shooter, ils pourraient faire énormément de bien à ces Spurs. Donc voilà où on en est, les Spurs ont un choix à faire. Tenter de viser les playoffs, privilégier la draft et le développement, ou alors rester un petit peu entre les deux et ne pas faire grand chose. Quelle que soit la décision prise, il faudra assumer, tout en gardant en tête que dans cette ligue, les décisions à court terme peuvent avoir un énorme impact sur le long terme. Et clairement, quand on parle de l'avenir des San Antonio Spurs, difficile de ne pas s'arrêter sur l'immense cuvée de draft 2025 qui arrive. En tête de liste, on retrouve Cooper Flagg, un phénomène qui pourrait bien être le meilleur rookie depuis Victor Wembanyama l'an prochain. Et même s'il y a peu de chances pour San Antonio de décrocher le premier choix, jouer la draft reste une stratégie qui mérite d'être considérée sérieusement. Parce que ouais, même si on parle beaucoup de lui, cette cuvée ne se limite pas à Flagg. Dylan Harper, Ace Bailey, Nolan Traoré, les noms s'enchaînent, et tout ceci présente un profil unique et excitant. Ce n'est pas qu'une draft avec une tête d'affiche vraiment alléchante, non, c'est une cuvée avec beaucoup de joueurs potentiellement capables, à long terme, de transformer une équipe. Et c'est justement là où les Spurs pourraient réussir à tirer leur épingle du jeu. Avec plusieurs picks dans leur escarcelle, dont celui des Hawks totalement non protégé et actuellement projeté dans la loterie, ils ont une vraie opportunité d'ajouter une ou plusieurs pièces majeures à leur projet. Dans une visée d'objectifs à long terme, même si ça reste aléatoire, c'est probablement la décision la plus sage. Et bien sûr, si l'idée est de creuser cette piste, Cooper Flagg reste l'objectif ultime. À seulement 18 ans, le phénomène de Duke affiche déjà des stats offensives impressionnantes, mais ce qui le rend spécial, c'est sa défense. Avec l'un des meilleurs defensive box plus-minus de l'histoire universitaire, le garçon est un véritable mur, mobile et long, capable de couvrir énormément de terrain. À 2,06 m, il a les outils pour s'imposer des deux côtés du parquet, tout en laissant entrevoir un potentiel offensif qui est toujours largement inexploité. Et puis imaginez une seconde Flagg associée à Wembanyama, deux freaks physiques capables de défendre tout ce qui bouge, de switcher sur n'importe quel joueur et de dominer les airs. On parle d'un duo qui pourrait transformer l'ADN des Spurs pour la prochaine décennie, surtout si on ajoute des jeunes comme Jeremy Sohan, Devin Vassell ou encore Stephen Castle. Avec ça, on aurait une excellente base qui permettrait de rêver de jouer les premiers rôles dans peu de temps. Pour autant, pour viser Flagg à San Antonio, il va falloir perdre plus de matchs et se mettre à tanker sérieusement. Après, tranquille, tanker c'est un gros mot, mais ça ne veut pas dire non plus totalement saboter la saison. Il s'agirait plutôt d'adopter une approche prudente, donner du temps de jeu aux jeunes, expérimenter certaines rotations et peut-être économiser certains cadres en vue de l'avenir. C'est un pari certes, mais c'est un pari aussi qui par le passé a pas mal payé ailleurs. OKC, Houston et Orlando montrent aujourd'hui par exemple qu'un bon cycle de reconstruction peut vraiment transformer une team en outsider sérieux. En clair, miser sur cette draft, c'est investir dans un futur encore plus brillant. Alors si les Spurs doivent faire une option stratégique cette saison, miser sur cette QV peut être assez hypant, même si ça implique quelques défaites et une fin de saison un peu morose. Mais quand on voit que le bilan actuel
actuel est à l'équilibre ou pas loin, n'est-ce pas un petit peu précipité de parler de tanking? L'argument d'aller le plus loin possible dès maintenant peut avoir du poids, rien ne remplace la pression des matchs de playoff pour donner de l'expérience à un groupe. Sauf qu'avec le calendrier qui attend l'équipe au mois de janvier et certaines lacunes, faut le dire, qu'a montré l'effectif, elle n'est pas encore gagnée et acquise cette place en playoff. Si c'est cet objectif-là que les Spurs décident de suivre, améliorer le roster avant la deadline va s'avérer primordial. D'abord, je l'ai déjà pas mal sous-entendu aujourd'hui, pour moi ces Spurs manquent d'un véritable sniper en catch and shoot. Avec Wemby qui attire l'attention de tous les défenseurs, un shooter fiable permettrait d'ouvrir des espaces cruciaux pour ses attaques. L'arrivée d'un profil de ce type renforcerait immédiatement l'arsenal offensif des Spurs, mais pour franchir un cap, des role-players ne suffiront pas. Un autre élément essentiel serait d'ajouter une autre star capable elle aussi de prendre les rênes dans les moments décisifs. Bah ouais, tout ça pour enlever de la pression à Wemby, et c'est là qu'intervient un nom qu'on entend beaucoup dernièrement dans les rumeurs, De'Aaron Fox. Le meneur explosif des Kings pourrait bien être disponible d'ici la prochaine deadline, et San Antonio est positionné comme un prétendant sérieux. Avec ses pics stockés jusqu'en 2031 et des jeunes talents comme Keldon Johnson ou Jeremy Sohan, Brian Wright a les munitions nécessaires pour séduire Sacramento. Mais est-ce vraiment la bonne cible? Fox est une machine en transition et un excellent playmaker, des qualités essentielles à mon avis pour maximiser le talent de Wemby. Néanmoins, quelques interrogations subsistent. Son leadership a été remis en question après des frictions supposées avec Mike Brown, l'ancien coach des Kings. Dans une organisation dirigée d'une main de maître par Greg Popovich, Fox devra accepter d'être coaché et de s'adapter à des attentes élevées. Si ce point est clarifié, il pourrait devenir un élément clé d'un trio jeune explosif avec Wembanyama et Stephen Castle. Du coup, il y a du bon, mais il y a aussi du plus inquiétant. Alors à quoi pourrait ressembler un trade qui enverrait Fox à San Antonio? Les Spurs pourraient mettre sur la table des tours de draft, Keldon Johnson et ou Jeremy Sohan, voire même Chris Paul qui viendrait s'ajouter à l'équation pour une question de salaire. Sauf si les Kings, comme certaines rumeurs le disent, font pression pour obtenir Devin Vassell à la place des autres pièces que j'évoquais plus tôt, auquel cas il faudra faire des choix à San Antonio. Ce ne sera pas simple, mais évidemment Fox ne va pas non plus débarquer gratuitement. Par contre, si tu fais un deal comme celui-ci qui t'amène une star, tes objectifs d'un coup deviennent limpides. Tu vises les playoffs pour offrir à ton groupe un apprentissage d'une valeur inestimable. La pression, les ajustements tactiques, l'intensité, c'est dans ce contexte que les jeunes talents comme Wemby, Vassell ou Castle pourraient le mieux grandir. Avec un roster renforcé par un shooter d'élite et potentiellement De'Aaron Fox ou un autre All-Star, les Spurs auraient tout pour surprendre. Si Brian Wright joue ses cartes correctement, cette saison pourrait représenter le début d'un nouveau chapitre pour les Spurs. Du coup, pour conclure, San Antonio, cette saison, c'est clairement une équipe à la croisée des chemins. Avec Victor Wembanyama, l'équipe détient entre ses mains une pépite générationnelle, et il est tentant de vouloir afficher des ambitions sérieuses au plus vite. Mais dans un roster encore en construction, les questions sont réelles. Faut-il tout miser vraiment sur une progression immédiate ou alors privilégier la patience? Là, Wemby a beau tout changer sur le terrain et se transformer peu à peu en superstar, peut-il vraiment, à lui tout seul, transformer une équipe qui a fini à 22 wins la saison passée en un prétendant aux playoffs? Probablement pas encore. Les limites du groupe sont réelles, que ce soit au niveau de l'adresse extérieure, de la profondeur ou même de l'expérience dans les moments chauds. Si Victor a déjà montré de son côté qu'il pouvait tenir son rang face aux meilleurs, le reste de l'effectif n'en est pas encore là pour le moment. D'un autre côté, tanker volontairement tout de suite pour obtenir un pick haut placé à la prochaine draft ne me semble pas non plus nécessaire, ou en tout cas pas urgent, on y pensera peut-être plus tard. Puis grâce au pick des Hawks, les Spurs auront déjà une autre chance d'ajouter un jeune talent sans pour autant avoir à totalement plonger dans le classement. Du coup pour moi ce n'est pas le moment d'appuyer volontairement sur le frein, bien au contraire. Chaque victoire, chaque pas en avant contribuera à construire une culture de la gagne autour de Wemby. Alors ce que je ferai, avant de prendre une décision trop hâtive, c'est d'observer ce qu'il va se passer au mois de janvier. Si l'équipe confirme son bon début de saison malgré un calendrier plus difficile et laisse entrevoir un réel potentiel collectif en vue des playoffs, il sera peut-être temps alors d'avoir des ambitions et de tenter un coup sur le marché des transferts d'ici la deadline du 6 février. Si le mois de janvier s'avère catastrophique, alors là, il sera peut-être temps de réfléchir plus sérieusement à la draft. De toute façon, s'ils veulent franchir un cap cette année, les Spurs devront faire au moins un ou deux ajustements. Un autre joueur de calibre All-Star ainsi qu'un autre shooter me semblent primordiaux pour favoriser et maximiser le talent de Wemby. Par contre, si la rumeur Fox prend de l'ampleur ces derniers temps, je ne pense pas qu'il soit judicieux de vraiment trop se précipiter. Est-il vraiment la bonne pièce pour le présent mais aussi pour l'avenir? Un transfert trop hâtif pourrait compromettre la flexibilité future, mais aussi ruiner les plans initialement construits à San Antonio. Cette équipe doit avant tout, je pense, rester fidèle à sa méthode. Prudence, patience et maximisation des talents déjà présents. En résumé, cette saison des Spurs, je pense, doit être vue comme une étape cruciale. Oui, viser les playoffs est ambitieux, mais avec un joueur comme Wemby, pourquoi s'en priver? Il n'y a aucune garantie sur la durée de sa carrière, et chaque année compte. En parallèle, une progression mesurée reste positive. Finir dans le ventre mou serait loin d'être un échec au vu de la place en fond de tableau l'an passé. Avec du temps, des choix judicieux et une gestion prudente, San Antonio est en train de poser les bases d'un futur brillant. Alors voyons comment se passe le mois de janvier avant d'y voir plus clair. J'ai juste pas envie que les Spurs se précipitent et ruinent leur avenir juste pour cette saison. Mais c'est après ce mois de janvier qu'il sera temps de voir si
Wemby et ses potes sont plutôt en mesure de viser les playoffs ou alors plutôt de miser sur la draft. Vous en pensez quoi, vous, de tout ça? Let's go me donner vos avis dans les commentaires. J'ai extrêmement hâte de vous lire.